Bonjour, c'est Guy et je suis là pour vous parler de ma série préférée. Attention, je pars du principe que vous avez tout vu et tout lu de Twin Peaks, donc je ne vais pas perdre trop de temps en description. Et bien sûr, cette vidéo sera truffée de spoilers majeurs. Waouh, quel épisode 14! Après avoir un peu stagné dans les derniers épisodes, voici qu'on fait un vrai bond en avant tout en étant toujours surpris. L'épisode débute avec une scène où Gordon Cole appelle le département du shérif de Twin Peaks, suite à un message laissé par celui-ci qui voulait l'informer qu'ils avaient trouvé des pages du journal de Laura Palmer. Après avoir eu ce premier contact entre l'équipe du FBI et la petite ville, Albert briefe Tammy sur les secrets des affaires estampillées rose-bleu. Il nous apprend qu'en 1975, deux jeunes agents du FBI enquêtent sur un meurtre à Olympia. Au moment d'arrêter la suspecte de ce meurtre, une certaine Lois Duffy, les deux jeunes agents, que furent Philip Jeffries et Gordon Cole à l'époque, tombent sur une situation plutôt étrange. Ils trouvent le cadavre de Lois Duffy, assassiné par Lois Duffy, et le cadavre qui finit même par disparaître sous leurs yeux. Une première enquête qui révèle déjà l'existence des doppelgangers dans une situation proche de ce que semble vivre Cooper aujourd'hui. Tammy évoque même la possibilité d'un tulpa, qui est une entité spirituelle du bouddhisme tibétain, créée par la force de la volonté de son invocateur, et forcée à se manifester dans le monde physique. Il s'agit d'une forme de conscience autonome et indépendante, modelée à partir de la simple volonté psychique. Elle possède les mêmes capacités intellectuelles que son hôte ou créateur, ainsi que les mêmes possibilités à penser, raisonner, croire, espérer et percevoir le monde que lui. Ce qui correspond bien, il est vrai, au double dans Twin Peaks. Puis Gordon arrive et ils écoutent Diane nous raconter sa dernière nuit avec Cooper. Celui-ci lui aurait parlé du Major Briggs. Nous savons donc que cette dernière nuit qu'évoquait Diane précédemment fut passée avec Mr. C, car le bon Cooper n'a jamais revu Diane entre le moment où il est arrivé à Twin Peaks le 24 février 1989 et sa disparition. Mais surtout, révélation de taille avec la bague gravée retrouvée dans l'estomac du corps du Major. Il semble que Diane soit la demi-sœur de Jane et que donc Doogie soit son beau-frère. Extraordinaire pied de nez de la part des scénaristes. Nous pensions que ce serait l'enquête de police qui mènerait le FBI à Doogie, or il semble que ce soit un lien de parenté avec Diane. Le coup de théâtre impossible à prévoir et qui va sûrement se justifier par la suite. Même à 4 épisodes de la fin, nous continuons vraiment d'être surpris. Ces scènes, si on fait attention aux vêtements des personnages, semblent se dérouler le vendredi 30 septembre. La supposée incompétence de la branche locale du FBI expliquera le temps qui sera pris pour que Doogie soit localisé par le bureau. On termine ce passage par Gordon qui raconte un de ses rêves avec Monica Bellucci, l'actrice. Ce qui rappelle énormément la scène que je vous avais décrite dans ma toute première vidéo. Dans ce rêve, Cooper est présent, même si on ne peut pas voir son visage. Et Monica Bellucci joue bien son propre rôle, ce qui établit un lien avec notre propre réalité. Elle affirme à Gordon que nous sommes tous comme le rêveur, qui rêve, et ensuite vit à l'intérieur du rêve. Mais elle pose aussi la question, qui est le rêveur? Est-ce Gordon, Cooper, Audrey, Judy, quelqu'un d'autre? Suite à cela, Gordon regarde derrière lui, et semble directement nous regarder à travers l'écran. Il serait logique que le rêve soit celui de David Lynch, ou Gordon Cole, vu les propos de l'actrice italienne. Nous sommes donc ici en pleine théorie du troisième monde. Pour en savoir plus sur cette théorie, je vous renvoie à ma toute première vidéo, et à celle sur l'épisode numéro 10. Finalement, il dira qu'il se voyait lui-même. Il s'agira en fait d'un flashback du film, de la scène où Philip Jeffries apparaissait et où celui-ci pointait Cooper du doigt. Cette scène complètement énigmatique va sans doute bientôt trouver tout son sens, 25 ans après. Ce qui semble étrange, c'est que Albert et Cole semblaient avoir oublié ce moment, comme s'il avait été effacé de leur mémoire. Puis, nous retournons complètement à Twin Peaks pour tout le reste de l'épisode. Avant d'aller au palais de Jack Rabbit, le shérif, Hawk, Andy et Bobby arrêtent enfin Chad, dont le double jeu a enfin été découvert. Et le moment tant attendu depuis l'épisode 9 arrive enfin. Le message légué à Bobby par son père où il est indiqué que des événements vont se produire le 1er puis le 2 octobre amène donc tout le groupe sur les lieux indiqués. Et quelque chose d'incroyable alors se produit. Après avoir mis de la terre dans leur poche, les 4 hommes se retrouvent face à un portail semblable à celui qu'a vu Gordon dans l'épisode 11. Andy est alors le seul à être aspiré, et à avoir des souvenirs de la scène. Il disparaît purement et simplement, tout comme Philip Jeffries dans les locaux du FBI de Philadelphie, avec les mêmes conséquences sur la mémoire des personnes présentes. Le géant, ou l'homme de feu, l'accueille, et semble le mettre au courant de toute la situation.
D'ailleurs, il est à noter que cette appellation que se donne le géant peut se rapprocher du feu sacré, qui est comme l'électricité moderne, dit Hawk dans l'épisode 12. Et Margaret pense que ce feu est en train de faiblir. Mais juste avant qu'Andy soit aspiré dans le vortex, surprise. Il découvre la femme asiatique sans yeux que nous avons vue dans l'épisode 3. Celle-ci s'en est donc sortie de sa chute sur le toit. La scène de l'épisode 3 dans la zone pourpre se déroule donc bien le 1er octobre, comme l'annonçait la montre que regarde le personnage ressemblant à Ronette Pulaski. Cela fait plusieurs vidéos déjà que je vous en parle. Je vous disais que d'après le mot laissé par le Major Briggs, il allait se passer quelque chose d'important le 1er octobre, qui est le jour suivant une lune noire. Ce qui veut dire que les scènes de cet épisode se déroulent au même moment que la scène de l'épisode 3 avec la femme sans yeux, et celle qui ressemble à Ronette. J'annonçais alors que le shérif Hawk et Bobby allaient réaliser une chose qui allait permettre le retour de Dale Cooper, que nous retournerions à cet endroit. Et c'est ce qui s'est passé un peu en quelque sorte, parce que la femme sans yeux est présente, mais aussi parce que le palais de Jack Rabbit est une grosse souche d'arbres, qui ressemble énormément à l'espèce de montagne au milieu de l'océan violet. Comme si les deux lieux n'en étaient qu'un seul en réalité, mais sur deux plans différents. Ah, et dans ma spéculation aussi, j'oubliais Andy, car rien ne disait à l'époque qu'il irait également. Bref, cette chose qui va permettre à Cooper de revenir est sans doute le simple fait de protéger la femme aux sans yeux, jusqu'à l'épisode suivant, ce qui par un concours de circonstances forcément imprévisible devrait ramener Cooper à Twin Peaks, voir la théorie sur l'épisode 15 dans ma précédente vidéo. Et visiblement le poteau numéro 6 aura également un rôle à jouer. Peut-être que Cooper transitera par là et débarquera à l'endroit où Chester Desmond a disparu dans le film. Que Andy soit la personne qui comprenne le mieux la situation à ce moment est peut-être logique quelque part. En effet, comme Dougie dans les saisons 1 et 2, Andy arrivait toujours à démêler une situation, on ne savait jamais trop comment. Il avait comme des sortes d'illuminations, malgré ses airs à côté de la plaque. Voici donc un début d'explication, peut-être est-il connecté depuis toujours aux loges. Bref, mes théories commencent à se concrétiser, du moins partiellement pour le moment, et de manière plutôt inattendue. L'épisode 15 sera pour moi donc l'épisode de vérité. En tout cas, pour ma part, le plan sur Lucy dans les visions d'Andy me font un peu peur, mais j'espère qu'il n'arrivera rien de mal à ces deux-là. Puis nous retrouvons James et son collègue à l'hôtel du Grand Nord, car ils sont tous les deux des agents d'entretien et de sécurité pour le compte de Ben Horn. C'est là que le jeune collègue révèle à James pourquoi il a toujours un gant en caoutchouc à sa main droite. Il vient de Londres, et le géant lui a dit de mettre ce gant afin d'avoir une force surhumaine et de se rendre à Twin Peaks. L'homme du feu semble donc pouvoir interagir avec beaucoup de personnes, en les recrutant pour réaliser ses projets, ce qui renforce mon impression de la première scène de la saison. Dans ma première vidéo, je disais que je trouvais que le géant donnait l'impression d'un chef donnant ses ordres à Cooper, comme si celui-ci était l'un de ses agents. On découvre que non seulement c'est sans doute le cas, mais qu'en plus il ne serait qu'un agent parmi d'autres. Enfin, James va voir la chaudière et entend le même bruit bizarre qu'entendait Ben dans son bureau. Sans doute qu'un portail va s'ouvrir. La scène la plus marquante reste celle de Sarah Palmer, qui règle son compte à un routier menaçant dans un bar mal famé. Elle le rembarre plusieurs fois, mais devant l'insistance du bonhomme, elle se résout à lui montrer ce qui semble être la force qui l'habite. Comme Laura, elle retire son visage et laisse place non pas à de la lumière, mais à l'ombre et les ténèbres proches de ceux qu'on voit chez les clodos de l'espace. Nous voyons également une main droite avec un auriculaire noir. Il y a visiblement quelque chose à propos de la main droite. Déjà dans l'épisode 11, souvenez-vous que Gordon a la main droite qui tremble après avoir vu le vortex. Et le sourire qui apparaît, l'avez-vous reconnu? On le voit tout le temps. Et oui, il ressemble beaucoup à celui qu'affiche Laura sur sa photo de reine de bal. Comme si Sarah était devenue le double démoniaque de l'orbe de Laura. Est-ce que Sarah est ainsi car détruite après la tragédie qui lui a pris sa famille et des esprits l'auraient alors envahie? Ou bien était-elle ainsi depuis le début? Et finalement peut-être est-elle la source du mal? À moins que ce ne soit pas une source du mal, parce que finalement quelque part elle se défend ici. En tout cas, il est de plus en plus probable que ce soit bien elle qui ait avalé la créature en 1956, que l'on voit dans l'épisode 8. Patience, nous aurons bientôt toutes les réponses. Puis, nous voyons deux femmes discuter. Il s'agit de la fille de Tina, la femme que déteste Audrey, et à qui téléphone Charlie dans l'épisode 12, pour savoir où est passé Billy. Cette dernière aurait donc vu Billy avec sa mère, Tina, il y a quelques jours avant sa disparition. Celui-ci crachait alors du sang, par le nez et par la bouche. Un peu comme l'homme qu'on voit en prison et qui répète ce que tout le monde dit. Et qui serait peut-être, du coup, Billy, c'est possible. Mais aussi comme la fillette malade dans l'épisode 11. Moment qui, je le rappelle, se passe, à mon avis, au soir du samedi 1er octobre. Comme si le mal se répandait ou s'amplifiait depuis la lune noire. Pour conclure, je dirais que ce qui est bizarre, c'est que la fille de Tina insiste sur le fait qu'elle ne se souvienne plus si son oncle était présent ou pas, lorsqu'elle voyait Billy. Un peu comme si elle l'avait rêvé,
ou si elle était elle-même l'élément du rêve de David Lynch. Bienvenue dans le troisième monde. Jeanne, nous sommes le mardi 15 août à 22h22. Je me trouve à Marly actuellement. Je pense que je vais arrêter de faire des vidéos d'analyse sur des épisodes isolés, et plutôt me consacrer à une vidéo qui serait un pré-bilan de la saison 3. Et je pense le faire avec mon compère Carlos Rodrigo, l'auteur avec qui je travaille sur la zone 57. Il me sera d'un grand secours. Je pense également que les internautes pourront nous envoyer des questions sur les théories et notre rapport à la saison. Mais en tout cas, Jeanne, par pitié, ne donne pas cette cassette à Diane, car je ne lui fais vraiment pas confiance.